L'emprise. Il y a deux grandes questions qui reviennent toujours dans des situations d'emprise. Pourquoi la personne ne part pas? Et une fois qu'elle est partie, mais pourquoi elle a encore peur? Ces deux questions, elles méritent une vraie réponse, pas une réponse rapide, et sûrement pas un jugement déguisé en explication. Alors, je précise tout de suite, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on ne part pas dans ce genre de situation, des raisons pratiques, financières, liées aux enfants, à la peur de la réaction de l'autre. J'en parle dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler d'autre chose, de ce qui se passe à l'intérieur, de pourquoi l'emprise ne s'arrête pas le jour où on ferme la porte et de comment on commence vraiment à s'en défaire. Encore une fois, je parle au féminin, mais c'est tout aussi valable au masculin. Et l'emprise, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne concerne pas uniquement le couple. Ça peut exister dans une famille, au travail, parfois même dans un groupe. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'emprise? Beaucoup imaginent quelqu'un qui crie, quelqu'un qui menace, qui contrôle ouvertement. Alors parfois oui, mais en tout cas c'est jamais comme ça que ça commence. Sinon personne ne resterait. Si au premier rendez-vous, quelqu'un te disait « Bonjour, je vais progressivement détruire ta confiance en toi, t'isoler de tes proches, te faire douter de ce que tu ressens et te rendre dépendante de mon regard. Tu prends un dessert ?» Moi je pense qu'il mangerait son fondant au chocolat tout seul. L'emprise, c'est une domination psychologique qui s'installe progressivement. C'est un processus, c'est un système dont le but, alors conscient ou non, c'est de faire en sorte que tu finisses par douter de toi-même plus que de l'autre. Alors je dis pas ça comme ça, c'est documenté, c'est reconnu, c'est étudié par des spécialistes depuis des décennies. Plusieurs pays d'ailleurs reconnaissent désormais juridiquement ce qu'on appelle le contrôle coercitif. En France, un projet de loi est en discussion pour mieux reconnaître, pour mieux sanctionner ces comportements. Parce qu'on commence enfin à comprendre que les violences, elles ne commencent pas forcément le jour où quelqu'un reçoit un coup. Elles commencent bien avant. L'emprise peut aussi venir d'un parent, d'une mère, d'un père, installé parfois depuis l'enfance, si tôt qu'on ne la reconnaît d'ailleurs même plus comme quelque chose d'extérieur. On la confond avec sa propre voix. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas mieux. Ces phrases-là, on croit souvent les avoir pensées tout seul, alors qu'en réalité, quelqu'un les a mises là très tôt, très profondément. Alors comment elle s'installe, cette emprise? Au début, tu es toi. Tu sais, à peu près en tout cas, ce que tu aimes et ce que tu refuses. Et puis, il arrive quelques remarques, alors toujours suffisamment discrètes pour paraître presque normales. Je dis ça pour ton bien. T'es quand même un peu susceptible. Oh, je suis jaloux parce que je t'aime. Alors, petite parenthèse, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de jalousie. Eh ouais, je sais, je viens peut-être de briser un vieux mythe romantique, je suis désolée. Et toi, comme tu regardes chaque scène séparément, tu ne vois pas encore le film. Tu n'y es jamais arrivé d'un seul coup, tu y es arrivé 1 millimètre à la fois. C'est pour ça que je souris toujours quand quelqu'un me dit « Moi, au premier signe, je serais partie. » Ah ouais, vraiment? Alors, dis-moi, tu serais partie quand exactement? Le jour où il t'a apporté des fleurs? Le jour où il t'écoutait pendant des heures? Ou le jour où il te demandait où tu étais pour la 3e fois de la journée? Si c'était aussi évident, les spécialistes des violences conjugales n'auraient pas grand-chose à faire. Une toile d'araignée ne se construit jamais d'un seul coup. Elle se tisse fil après fil. Et quand on s'en rend compte, on est déjà au milieu. Et toi, pendant qu'il se passe tout ça, tu vas devenir experte de l'autre. Tu reconnais ses pas dans les couloirs, son silence du matin, son regard qui change avant une tension. Tu pourrais presque mettre sur ton CV analyste comportemental spécialisé dans une seule personne. Et le problème, il est là, c'est que pendant que tu observes l'autre en permanence,
tu cesses peu à peu de t'observer toi et tu finis par douter de ta propre perception. Tu te souviens d'une chose, on te dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Tu ressens quelque chose, on t'explique que t'exagères. Et à force, tu ne fais plus confiance à ce que tu vois, à ce que tu entends ou à ce que tu ressens. Tu deviens dépendante d'un seul regard pour savoir ce qui est vrai, le sien. Et puis, il y a aussi cette mécanique qui s'installe souvent. Il va donner beaucoup et puis retirer. Et puis, il revient et toi, tu te surprends à attendre, à guetter le message, le geste. Il faut comprendre que tu ne deviens pas dépendante de la personne. Tu deviens dépendante de l'espoir de retrouver celle qu'elle était au début. Et ça, c'est très différent. Alors, pourquoi cette emprise continue même après? Tu es parti, tu es en sécurité. Alors pourquoi ton cœur accélère encore quand ton téléphone sonne? Pourquoi tu as peur dès que tu sors de chez toi? Pourquoi tu t'excuses encore alors que personne ne t'a rien reproché? T'es pas folle, t'es pas faible non plus. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que ton système nerveux, pendant des mois, parfois des années, il a appris à détecter le danger avant même qu'il n'arrive. Et il continue. C'est pas un manque de volonté, c'est une adaptation. Ton corps fait encore ce qu'il a appris à faire pour te protéger. Et lui apprendre que le danger est passé, lui donner de la sécurité, c'est la première étape indispensable. Sans ça, rien d'autre n'est vraiment possible. Et puis, concrètement, la relation, elle peut être terminée, mais l'autre, il n'a pas lâché. Il peut encore envoyer des messages avec différentes excuses, les enfants, un objet oublié, ou alors une phrase du style « Tiens, je pensais justement à toi ». Ouais, comme par hasard, ouais. Il teste la culpabilité, la nostalgie, la gentillesse, les promesses, les menaces. Pas forcément dans cet ordre. Et la deuxième raison, et c'est là qu'on va aller beaucoup plus loin, l'emprise s'est aussi installée à l'intérieur de toi, dans certaines parties de toi. On porte tous en nous différentes parties qui se sont construites au fil de notre histoire. Et dans une situation d'emprise, certaines d'entre elles ont appris des choses très précises. Une partie surveille encore en permanence l'humeur des autres. Une partie peut se faire toute petite pour éviter le conflit. Une autre partie continue d'excuser, de comprendre, d'espérer que ça va changer. Ces parties, elles ont fait leur job. Elles ont bien fait leur job. Elles t'ont protégé et elles méritent d'être reconnues pour ça. Mais le problème, c'est qu'elles continuent à fonctionner longtemps après que le danger soit parti. Parce qu'elles n'ont pas encore reçu le message. Et toi, tant que tu vas essayer de les faire taire ou de les combattre, elles résistent. Parce que leur seul objectif, c'est de te protéger. Et quand on va commencer à les observer, à les écouter, à leur faire de la place, à comprendre ce qu'elles essayent encore de faire, on va aller les rassurer doucement, leur expliquer que ce n'est plus nécessaire. Eh bien, quelque chose se relâche naturellement. Mais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comme je vous l'ai déjà expliqué, il va falloir déjà aller comprendre. Comprendre les mécanismes alors, les siens, mais aussi les tiens. Parce que tant que tout reste flou, tu vas continuer à te dire « j'aurais dû voir, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû faire autrement ». Alors qu'en réalité, tu étais déjà à l'intérieur du système et personne ne verrait le système de l'intérieur. Ensuite, tu vas réapprendre à penser par toi-même. Parce que l'emprise, elle ne vole pas seulement ta liberté d'agir, elle finit par voler ta liberté de penser. La reconstruction, elle ressemble rarement à un grand bouleversement. Elle ressemble plutôt à une accumulation de petits moments où doucement tu recommences à te choisir. Et progressivement, cette petite voix intérieure, qui sont en fait plusieurs petites voix intérieures, que tu avais apprises à faire taire, tu vas commencer à leur faire confiance à nouveau. Je voudrais dire une dernière chose qui me semble importante
quand on est sous emprise. L'autre paraît toujours immense, presque tout puissant. Mais cette personne que tu croyais ou que tu crois encore si puissante, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour maintenir ça? Elle contrôle, elle surveille, elle manipule, elle culpabilise, elle teste, elle menace. Alors dis-moi, une personne qui a besoin de faire tout ça pour garder quelqu'un à ses côtés, pour avoir le sentiment d'exister, est-ce que ça te paraît vraiment être une personne puissante? Moi, je vois surtout quelqu'un qui ne sait pas créer une relation autrement. Alors, c'est pas de la pitié, hein, c'est pas une excuse non plus, mais remettre les choses à leur juste place, ça change quelque chose en toi. Faire redevenir l'autre humain, ni monstre, ni Dieu, humain. Et pendant que l'autre prend sa juste place, toi, tu reprends la tienne. Alors oui, pendant longtemps, quelqu'un a choisi à ta place et tu t'en es même pas rendu compte. Pendant très longtemps, une seule question occupait tout l'espace. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Et puis un jour, progressivement, une autre question va commencer à apparaître. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors si aujourd'hui cette question, elle te paraît encore difficile, ne te juge pas. C'est que pendant très longtemps, quelqu'un a choisi à ta place. Et se choisir, se respecter, écouter ce qu'on ressent avant de regarder ce que l'autre attend, c'est exactement comme ça qu'on travaille, pour passer progressivement de subir à choisir.